Même si l'on ne se connaît pas, je suis sûr et certain que vous êtes déjà posé cette question. Qu'est-ce que je ferais si je devenais extrêmement riche du jour au lendemain? Et je parle bien d'argent, car toute autre forme de richesse, même si elle n'est pas dépourvue d'intérêt, n'a juste pas sa place dans notre discussion du jour. Nous disions donc une fortune immense et immédiate. La plupart diront certainement qu'ils mettront leurs proches à l'abri, de sorte que le travail devienne une occupation et non plus une nécessité. Par la suite, ils en font profiter leurs amis et feront certainement des dons à des associations de leur choix. Et alors ils plongeront dans un océan de consumérisme outrancier, honteusement hédoniste, à travers des expériences aussi folles et dangereuses que variées. Et si leur âme survit à ce tourbillon de confort et de luxe sans fin, les plus futés investiront de sorte de ne point se faire tarir cette manne providentielle, et afin d'assurer à leur descendance une vie sans obstacle majeur. Mais tout ça, c'est du vent. Atteindre le sommet de l'échelle sociale, cela peut être perçu comme un accomplissement. Mais approcher au plus près du sommet du pouvoir, c'est inscrire son empreinte discrètement dans l'histoire. Un peuple bercé par l'idéal de liberté et soutenu par une politique de la propriété au sein d'une économie capitaliste s'assure un développement prospère. Et force est d'admettre que malgré bien des défauts, c'est un système qui est soutenu par la plupart d'entre nous. Mais nous commençons à en atteindre les limites, notamment en termes environnementaux, par l'anthropocène, mais également en termes politiques. Je dis politique car lorsque la liberté et la propriété permettent à une personne l'accumulation d'un capital qui fait d'elle quelqu'un d'aussi puissant qu'une petite ville, ça pose question. Et partout dans le monde, au sein des républiques occidentales, cette pression politique et sociale se ressent de plus en plus. Alors prenons garde, car aussi puissante et solide puisse nous paraître notre belle démocratie, elle est à garde, car en son sein, une gangrène se consolide. Et les plus puissants de nos concitoyens pourraient faire la part belle à cette gouvernance maudite. Découvrons ensemble aujourd'hui l'injuste, l'implacable et la cruelle plutocratie. Dans le panthéon de la mythologie grecque antique, Plutos était le symbole de la richesse. La plutocratie est donc une forme de gouvernement dont l'accès et la détention du pouvoir est lié à votre fortune. C'est une dégénérescence de l'oligarchie, car l'intérêt d'une oligarchie est qu'ils soient peu nombreux, mais ils ne sont pas forcément les plus riches. Nous serons d'accord sur ce fait, être immensément riche mais n'avoir aucune influence politique, c'est un peu comme se retrouver dans la peau de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène. Mais après tout, pourquoi pas? Si les plus riches le sont devenus, c'est qu'ils ont des compétences dans la gestion de leurs affaires et de leur budget. Ce sont des gens doués de raison et portés par une volonté de puissance, une ambition qui leur permet de s'élever au-dessus du commun des mortels. Ils doivent donc être aptes à diriger. Seulement, gouverner un État, est-ce vraiment la même chose que gérer un patrimoine ou une entreprise? Les enjeux sont différents et la richesse n'est qu'un moyen et non une fin pour être un bon gouvernant. De plus, une entreprise a le devoir de faire des profits, notamment pour se développer et afin de créer de l'activité et donc de l'emploi. Mais souvent, cette maximisation du profit se traduit par une réduction drastique des charges et des coûts, c'est-à-dire généralement l'emploi. Après tout, les riches ne sont pas forcément les meilleurs. Et les meilleurs ne sont certainement pas les plus riches. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire ne relève pas énormément de régimes plutocratiques. Les républiques de la Grèce antique, comme celle de Rome, étaient plutôt oligarchiques, même si le gouvernement était souvent composé de la partie la plus puissante de la population. Ensuite sont advenus les régimes impériaux, les régimes féodaux ou encore les monarchies. C'est plutôt à partir de la révolution industrielle, poussée par une économie capitaliste, que des particuliers ont pu acquérir en quelques années, et grâce à de bons investissements, des fortunes colossales. Colossales à tel point qu'à la fin du 19e siècle apparaissent des entreprises comme la Standard Oil Company de John Davidson Rockefeller qui établissent une situation de quasi-monopole sur le marché du raffinage du pétrole. Ce qui fera de Rockefeller et de la Standard Oil un acteur économique beaucoup trop puissant du point de vue de la Cour suprême américaine qui décidera de la division de cette pieuvre industrielle en 34 sociétés différentes dont certaines existent toujours aujourd'hui. Exxon et Mobil qui deviendront ExxonMobil en 1999,
Chevron ou encore SO, anciennement SO pour Standard Oil. Alors, si les Rockefeller et d'autres grands capitalistes n'étaient pas des politiciens à proprement parler, ils avaient une puissance économique tellement importante qu'ils avaient la possibilité d'interagir avec les gouvernants et les législateurs. Ils le faisaient principalement par le biais d'intermédiaires. Ces intermédiaires que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de lobbyistes. Faites le plus crade, les gars. Qu'est-ce que c'est, les enfants? Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous n'avez rien vu, cassez-vous. Lorsqu'on étudie les systèmes politiques à travers le monde, une chose nous saute immédiatement aux yeux. L'argent reste le moteur de la gouvernance, qu'il soit entre les mains du pouvoir exécutif ou qu'il en permette l'accès par le biais des élections. Ainsi, intéressons-nous à ce pays qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se propose d'être le gendarme du monde. Les États-Unis ont une telle influence politique, économique, militaire, judiciaire, culturelle à travers le monde que leurs élections présidentielles sont des événements aussi suivis que les Jeux Olympiques. Une démocratie somme toute particulière, car elle n'est conduite politiquement que par deux partis majeurs, les républicains et les démocrates. En gros, c'est soit l'un, soit l'autre. Et toute autre opinion politique est extrêmement minoritaire. C'est une démocratie assez binaire finalement. Selon Noam Chomsky, grand linguiste américain spécialiste de l'influence des médias de masse et auteur de la fabrication du consentement, les États-Unis sont devenus une véritable plutocratie tellement l'argent d'une campagne peut faire basculer une élection, que ce soit pour un poste de maire, de gouverneur ou même celui de POTUS. En 2018, les électeurs américains ont fait don de 611 millions de dollars aux différents candidats des élections de mi-mandat, c'est-à-dire pour les 435 sièges de représentants du Congrès, 39 gouverneurs et 35 sénateurs. 10 années auparavant, soit en 2008, il n'y avait eu que 17 millions de dons. Il faut rappeler qu'en 2008, on a eu le droit à la crise des subprimes, ce qui a sûrement impacté l'importance des dons aux partis politiques. Comme quoi, on importe vraiment tout depuis les États-Unis, de leur fast-food à leur culture cinématographique et musicale, et jusqu'aux crises financières. Mais tout de même, passer de 17 à 611 millions en 10 ans, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je cite ce passage d'un article que vous trouverez dans la description. L'étude attribue cette croissance exponentielle à la décision de 2010 de la Cour suprême de l'Union des citoyens, ce qui a permis aux entreprises et aux groupes extérieurs de faire des dons illimités. Cette autorisation de la Cour suprême américaine permet donc à des associations ou à des entreprises privées de faire des dons suffisamment importants pour faire gagner un candidat. Plus il aura de moyens, plus il sera présent médiatiquement. Et s'il ne dérape pas, qu'il gagne les débats grâce à sa sympathie, à son authenticité, bref, qu'il gagne davantage sur le terrain de l'émotion que celui de la raison, c'est dans la poche. Plus un candidat dépense, mieux il est doté, plus il a de chances de remporter l'élection. Mais une fois au pouvoir, les remerciements du gagnant devront aller au plus puissant de ses soutiens, au plus gros donateur de sa campagne. Le chef élu démocratiquement obtient une dette en même temps que son siège. Et il devient avant tout redevable envers les citoyens les plus puissants, les Rockefeller de notre siècle, avant d'être redevable envers le peuple entier. Parce que Macron a financé sa campagne grâce à des dons privés qui lui ont été donnés par les plus riches et d'une certaine manière, maintenant il les remercie par une fiscalité plus avantageuse. Le capital avant l'humain, le riche avant le pauvre, la dette avant le devoir. Comme à son habitude, l'Europe et la France tendent à copier les méthodes outre-Atlantique. Toutefois, dans l'Hexagone, les dons sont stricts. Les entreprises ne peuvent pas faire de dons aux partis politiques et les particuliers ne peuvent pas dépasser plus de 7 500 € de dons annuels, tous partis confondus. Tout va bien alors. La démocratie à la française est un exemple d'égalité et notre système est sauvé. Restons sérieux. Selon Julia Cagé, économiste française engagée publiquement à gauche, le système de financement des partis favorise les choix politiques des plus fortunés. Dans son livre « Le prix de la démocratie », elle démontre deux choses. Premièrement, très peu de citoyens ont la possibilité de faire un don annuel de 7 500 €, ce qui exclut d'ores et déjà une très grande partie des citoyens français. Deuxièmement,
ces dons sont défiscalisables à hauteur de 66%, soit environ 4 950 € de déduction d'impôt. Cette déduction permet non seulement une économie substantielle par rapport aux dons enclenchés, mais également un manque à gagner très important pour les caisses de l'État. Moi, ce que je propose, c'est de dynamiser et d'égaliser le financement des mouvements politiques. Donc chaque année, chaque Français aura 7 € d'argent public qui lui seront donnés, qu'il pourra allouer au financement du mouvement politique de son choix. Ainsi, les partis seraient moins influencés par les grosses fortunes et les petits partis émergents auraient une base de financement solide. C'est une solution, mais il en existe d'autres, comme par exemple modifier nos méthodes de scrutin, comme le propose Defecator dans sa vidéo sur la démocratie. Sans tomber dans la plutocratie véritable, les systèmes de financement des partis politiques américains et français permettent in fine un avantage politique aux plus grosses fortunes. Une chose reste néanmoins certaine, aucun peuple, aucun pays, aucune nation n'hérite d'une puissante civilisation sans qu'il y ait derrière une longue, riche, violente histoire et surtout sans patrimoine. Ensuite, on ne dirige pas un tel héritage ayant une influence sur la scène régionale et internationale sans avoir l'habitude de gérer des budgets de centaines de milliards d'euros, de dollars, de yens, etc. Néanmoins, il ne faut pas non plus que la puissance économique d'une démocratie soit le prétexte à une domination sociale trop importante au sein de cette même démocratie. Cette domination existe déjà sur bien des aspects, mais elle est supportée car la plupart des citoyens aspirent à une vie simple et sécurisée. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les concepts de liberté et de propriété qui sont fondamentaux pour nos sociétés contemporaines ne doivent pas devenir le prétexte à une accumulation matérielle et financière si importante qu'elle finit par limiter la liberté politique des autres. Toutefois, cette domination sociale tend à se durcir dans une société où les diplômes et le travail ne payent plus suffisamment pour construire un foyer. Les distorsions de revenus deviennent abyssales et politiquement, ce n'est pas souhaitable du tout pour l'avenir d'un pays. Je reparlerai de la plutocratie dans une prochaine vidéo sur un sujet économique qu'on pourrait qualifier de pachydermique. En attendant, si le pouvoir est un concept qui vous intéresse, découvrez mes autres vidéos et podcasts en vous abonnant à la chaîne Éminence Grise. Chaque partage, commentaire et j'aime sont d'énormes soutiens que vous m'apportez. Merci pour votre visionnage, je vous souhaite d'excellentes lectures et surtout n'oubliez jamais, le savoir, ça se partage.